Là. Donc, pour ce qui est donc de Vipassana, donc qui est littéralement donc en tibétain, c'est comme Chenpa Nyersha. Nyersha, voir si on développe Chenpa qui est comme l'attention ou la mémoire attentive, Nyewal qui est comme proche ou approchant, proche, le fait de s'approcher. Et Shabba qui est comme posé ou placé, donc ou fixé. Donc c'est comme littéralement le placement proche de l'attention ou de la mémoire attentive. En fait, lorsque nous prenons ainsi un objet donc de méditation, que ce soit par exemple sur l'impermanence ou autre, à ce moment-là, dans la méditation, la concentration, le sujet qui est la conscience qui médite, en fait, s'approche de plus en plus de l'objet, donc pour se placer totalement donc, sur l'objet. C'est pourquoi cela est appelé comme la fixation ou le placement proche de l'attention, de telle sorte que l'esprit, en quelque sorte, se rapproche de plus en plus de l'objet pour, en quelque sorte, se poser totalement dessus. Et donc, le sujet qui est la conscience donc, se rapproche donc, en quelque sorte de plus en plus de l'objet. Cela suppose aussi qu'à ce moment-là, donc, l'esprit est totalement concentré sur cet objet sans s'égarer, sans penser à d'autres objets. Donc, cet objet, lorsque la conscience est ainsi placée sur la vacuité, donc il faut bien sûr savoir ce qu'est cet objet sur lequel se place la conscience. Donc ici, donc l'objet, donc c'est la vacuité, et donc de manière générale, il y a comme 4 subdivisions à ce placement donc de l'attention, de placement proche, disons, de l'attention. Donc tout d'abord, donc Sheila parlera ensuite de la vacuité. Tout d'abord, il va parler de ces 4 subdivisions de Vipassana. Oui. Donc il y a tout d'abord parmi ces 4 subdivisions, donc il y a tout d'abord donc comme l'attention au corps.
Je dis l'attention, c'est plus simple, mais c'est chaque fois donc Vipassana ou donc le placement proche de l'attention. Donc l'attention au corps. Donc, juste pour mémoire, Geshe-la cite des subdivisions de cette attention au corps. Il ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais simplement pour que nous l'ayons entendu. Donc, il y a une subdivision qui est donc l'attention au corps interne, l'attention au corps externe, et l'attention à la fois au corps interne et externe. Ceci juste pour les citer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste pour que ça ne nous semble pas trop étrange, je la précise que lorsqu'on parle du corps donc externe, en fait, cela se réfère Sugda Chiro, peut-être Sunga, Chiro, Rexiam, Nasa, t'es sûr, Nga, et donc, en réalité, ce n'est pas si mystérieux que ça pourrait sembler. Donc, le corps extérieur, c'est en fait les formes, les sons, les odeurs, les saveurs et les contacts. Quand pour ce qui est donc pour les énoncer aussi, pour ce qui est du corps interne, il s'agit en fait de nos 5 sens, donc le sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, qu'est-ce que j'ai oublié, du toucher, et qu'est-ce que j'ai oublié, et du goût. Voilà, merci. C'est ça, c'est ça, c'est ça, donc c'est ça. Et donc, on peut également considérer comme corps interne ce qui, dans notre corps, est en quelque sorte comme la base ou le support des facultés sensorielles. Donc peut-être on peut dire comme les organes sensoriels, mais donc ce qui est littéralement, c'est comme le support des facultés sensorielles. Là. Allez. Shinoniga, Shengi, Mishengi. Allez, là ça. Là ça. C'est ça? Chinoniga. Ouais. Et donc, pour ce qui est pardon. Je sais plus où j'en suis, du corps à la fois interne et externe, en fait, cela s'applique au corps d'autrui, c'est-à-dire ce qui est autre que notre propre corps. Donc cela pour ce qui est de l'attention au corps. La deuxième des 4 attentions, c'est l'attention aux sensations.
Donc, à propos simplement de l'attention au corps que nous avons vu, de manière générale, lorsque l'on parle de l'attention au corps, pour simplifier, on considère que cela s'applique à l'attention à son propre corps et au corps d'autrui. Et donc, pour ce qui est de l'attention aux sensations, cette attention aux sensations s'applique donc à la fois aux sensations, à nos propres sensations et également aux sensations d'autrui, des autres individus. Et donc ces sensations sont de trois sortes, donc les sensations agréables, plaisantes, les sensations désagréables, déplaisantes et les sensations neutres. Pour ce qui est donc de donc la troisième donc la troisième sorte d'attention, c'est donc l'attention à la conscience, et cela s'applique en fait aux 6 consciences, c'est-à-dire les 5 consciences sensorielles plus la conscience mentale. Et la quatrième attention, c'est l'attention au dharma. Donc ici, voilà, je traduis par dharma dans le doute, mais en fait ici c'est généralement l'attention aux objets, aux phénomènes. Donc en l'occurrence, ce sont tous les phénomènes qui ne sont ni le corps, ni les sensations, ni les consciences. Donc par exemple, lorsqu'ils ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les consciences principales, qu'ils ne sont pas donc comme les consciences sensorielles, mais par exemple les facteurs mentaux en dehors donc de la sensation font partie donc de ces phénomènes. Et et donc de manière générale également appartiennent à ce domaine donc de l'ensemble des phénomènes les phénomènes comme produits impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Et également, cela s'applique à des phénomènes de nature permanente. Tanda tambo qui tomba Nicolas. Tomba Nicolas. Tomba Et donc, tout d'abord, donc, il est important de comprendre
ce qu'est la vacuité, et donc cette vacuité, et de la comprendre selon donc la vue du Madhyamika, qui est donc la vue comme du milieu, la voie du milieu, qui ne tombe ni dans l'extrême de nihilisme, disons, ni dans l'extrême comme d'éternalisme. Et donc, une fois que l'on a compris cette vacuité, on peut appliquer donc la méditation sur la vacuité à chacun de ces objets donc d'attention. Donc méditer la vacuité sur le corps, méditer la vacuité sur les sensations, méditer la vacuité sur les consciences, méditer la vacuité sur les phénomènes. Donc chaque fois, ce qui change à ce moment-là, donc la vacuité, la nature de cette vacuité est toujours la même, et à ce moment-là, ce qui va changer simplement, c'est ce qui est la base de l'existence de cette vacuité, en quelque sorte comme le support sur lequel existe cette vacuité. Mais cette nature de la vacuité elle-même est toujours la même. Yes, sir. Donc, lorsque le Bouddha a prodigué donc ses enseignements, donc lorsqu'il demeurait en Inde et dans les temps qui ont suivi immédiatement, cette compréhension de la vacuité, c'est la manière dont tous les êtres, enfin ses disciples et pratiquants méditaient la vacuité, était totalement conforme à la pensée, à l'intention, à la pensée du Bouddha. Et progressivement apparurent certaines incompréhensions, une forme de dégradation en quelque sorte des vues par rapport à ce qui était vraiment la pensée du Bouddha. Mais le Bouddha lui-même en fait avait prophétisé la venue de grands maîtres qui en quelque sorte restaureraient sa pensée dans toute sa pureté, sans aucune erreur. Ces maîtres tels qui sont donc Nagarjuna et Asanga, qui ont totalement donc clarifié donc la vue du Madhyamika conformément donc à la pensée du Bouddha. Et aujourd'hui encore donc au Tibet, donc tous les enseignements qui exposent, qui énoncent la vacuité se basent entièrement sur tous ces commentaires de Nagarjuna et d'Asanga. Et Nagarjuna et Asanga sont appelés en quelque sorte comme les deux grands pionniers. Littéralement, si on prend le sens littéral, c'est comme les deux grands chariots. L'image qui est donnée, c'est comme les grands chariots qui vont ouvrir la voie, qui vont, lorsque cette voie n'a pas été vraiment encore parcourue, qui vont tracer, comme ouvrir vraiment le chemin. Donc ce que nous pouvons transposer en tant que pionniers. Donc, il faut bien donc non pas entrer dans des commentaires très très élaborés donc sur la vacuité, mais ce qu'il faut tout d'abord bien comprendre, c'est que lorsqu'est exposée la vacuité, donc la vacuité, ce n'est pas du tout l'absence totale d'existence, ce n'est pas un simple vide d'existence. Ce qui est énoncé par là, c'est que les phénomènes donc les phénomènes n'existent pas en toute indépendance, et ils n'existent pas comme
avec la capacité d'établir en eux-mêmes leur propre existence, mais ils existent uniquement sur le mode de la dépendance, ils sont comme interdépendants, et en particulier, ils ne peuvent exister que en dépendance de leur base de désignation et de la désignation ou de la dénomination appliquée à cette base de désignation. En dehors de ce, ils ne peuvent pas exister indépendamment de cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une saisie du moi, donc nous pensons moi, comme si ce moi n'était pas du tout dépendant de ces agrégats psychophysiques. Donc ce moi nous apparaît ainsi comme indépendant des agrégats. Donc il nous apparaît ainsi et nous le saisissons de même comme s'il existait conformément à la manière dont il nous apparaît. Donc tout d'abord, nous saisissons ce moi avec force. Et en fait, lorsque nous saisissons ce moi très fort, ce moi qui nous apparaît, c'est un moi comme existant concrètement très fort, comme s'il était totalement indépendant de nos agrégats psychophysiques et qu'il s'établissait donc concrètement de lui-même. Mais en réalité, un tel moi n'existe pas. Et donc, et donc, il y a, et donc il y a au départ donc cette saisie d'un moi très fort comme concret s'établissant de lui-même, et il en tant que bien alors se produit également la saisie du mien, c'est-à-dire de tout ce qui appartient ou ce qui est comme ce qui est propre disons à ce moi, donc comme ma famille, mes parents, mes affaires, mes amis, mes ennemis, etc. Là. Ça, tu vois, ça. Donc, sur la base de cette saisie très forte donc de ce moi, mes proches, donc nous développons de l'attachement envers ceux que nous considérons comme mes proches, et puis il y a mes ennemis, et là nous développons donc de l'aversion, de la haine envers donc mes ennemis, et puis lorsque quelque chose apparaît comme étant tout à fait agréable, plaisant à ce moi, il me faut cela, je veux cela, etc. Et à ce moment-là, donc, se produit l'attachement, etc. Mais si donc à la base, il n'y avait ce moi ne nous apparaissait pas avec cette très forte existence concrète, et si nous ne le saisissions pas de cette manière, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui vont accompagner cette saisie du moi et du mien, donc tels que le désir attachement, l'aversion, la jalousie, la haine, etc., aucun de ces facteurs perturbateurs ne pourrait se produire.
Et donc, par exemple, les arhats qui se sont totalement libérés du cycle des existences et qui ont donc éliminé cette ignorance qui saisit ce moi en tant qu'existence indépendante, autonome, donc ces arhats n'éprouvent plus d'attachement, ils n'éprouvent plus d'aversion, car ils ont réalisé qu'un tel moi, comme s'établissant de lui-même de manière comme concrète et solide, qu'un tel moi n'existe pas. Donc les facteurs perturbateurs qui découlent de cette saisie d'un tel moi n'ont plus lieu d'exister. Et ainsi, donc, à la base, il y a cette très forte saisie du moi, et donc de ce moi que nous percevons comme s'il existait donc de manière comme concrète, solide, autonome, et également cette saisie du mien. Cela permet donc le développement, favorise le développement de divers facteurs perturbateurs de l'esprit, donc comme nous l'avons vu, du désir-attachement, de la haine, l'aversion, la jalousie, l'orgueil, etc. Et ces facteurs perturbateurs de l'esprit eux-mêmes nous entraînent dans l'accumulation de toutes sortes de karmas négatifs, tels que de tuer, de voler, les inconduites sexuelles, les mensonges, les paroles blessantes, méchantes, etc. Donc tous ces comportements négatifs qui découlent de ces divers facteurs perturbateurs de l'esprit, qui eux-mêmes découlent de cette saisie erronée, de fait, donc de cette saisie du moi et du mien. Et donc finalement, de telle sorte que finalement cette ignorance qui saisit ce moi comme existant de manière inhérente, autonome, indépendante, cette ignorance est en fait la racine de toutes les souffrances du cycle des existences. Donc en réalité, en réalité, donc, ce moi que nous saisissons, disons, qui nous apparaît tout d'abord comme existant comme en toute indépendance de lui-même, de manière comme concrète, s'établissant donc de lui-même comme de son propre côté. Donc un tel moi n'existe pas, ce qui veut veut pas dire que le moi n'existe pas du tout, mais donc un tel moi n'existe pas. Et en réalité, donc ce moi, c'est l'objet saisi par l'ignorance, et donc c'est en réalité cette vue qui appréhende l'existence d'un tel moi, c'est en fait une vue fausse. Et en réalité, donc, le fait que le moi n'existe pas de cette manière, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'existe pas du tout. Donc le moi existe, mais pas tel qu'il nous apparaît, tel que nous le saisissons habituellement. Il existe en tant qu'une simple comme, imputation, désignation, nous pourrions dire comme projection, sur la base de l'un ou l'autre de nos agrégats, de nos 5 agrégats psychophysiques. Donc en fait, ces agrégats sont l'agrégat physique, donc dans le cas de nous-mêmes, notre corps, donc c'est l'agrégat littéralement de la matière ou l'agrégat physique, l'agrégat des sensations, l'agrégat de l'identification, l'agrégat des formations, on dit aussi parfois des formations volitionnelles,
et l'agrégat des consciences. Donc en fait, nous avons tous ces 5 agrégats, et est-ce que cela est clair pour vous? Ce que sont ces agrégats? Là, pardon? Les 5. Les 5. Donc, alors je reprends. Donc l'agrégat physique ou l'agrégat de la matière, qui, pour ce qui est de l'individu, c'est le corps, hein, notre corps. L'agrégat des sensations, l'agrégat... L'instant. Les sensations. Ouais. L'agrégat de l'identification. Douché qui est pour moi. En fait, c'est là. Donc, cet agrégat de l'identification, c'est en fait un facteur mental qui, comme son nom l'indique, va identifier les objets, qui va nous permettre de dire que ceci est jaune, ceci est rouge, c'est ma mère, c'est un tel, c'est telle chose, etc. Donc, comme son nom l'indique, c'est une fonction de la conscience, un facteur mental qui identifie les phénomènes, les objets. Et donc, l'agrégat des formations, c'est en fait, c'est aussi un facteur mental. Tiens, c'est mieux que j'ai mal. C'est aussi donc c'est mieux d'Amida Young j'ai mal. Donc en fait, il inclut de nombreux facteurs mentaux en réalité, et c'est ce qui va en quelque sorte mouvoir la conscience vers c'est ce qui va en quelque sorte donner l'impulsion à la conscience vers l'accomplissement d'une action. Par exemple, ce qui va, si nous voulons nous déplacer d'un endroit à l'autre, c'est ce facteur mental qui va donner l'impulsion pour que nous allions prendre notre voiture pour conduire. Ainsi, dans tout ce que nous faisons, etc., c'est ce facteur mental qui, en quelque sorte, donne l'impulsion vers l'objet ou donc vers l'action. Donc, pour ce qui est de l'agrégat de la sensation, donc comme nous l'avons vu, ces sensations sont de 3 sortes. Donc, il y a les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations neutres. Et donc, pour ce qui est de l'agrégat de la... Là, donc, pour ce qui est de l'agrégat de la conscience, il est constitué par les 6 consciences principales, à savoir donc les 5 consciences sensorielles, donc la conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, et la conscience mentale. C'est bon maintenant. C'est clair. Da phobunga le tine na sa ju na sa phobunga le tine ta sa ju ma to phobunga le los phobunga le ma dewa raj diwa ma le stili ju mendo sang to ma di. Donc en réalité, donc comment ce jeu existe-t-il? Il existe uniquement en tant qu'une désignation ou une projection sur la base de l'un ou l'autre de ces 5 agrégats, mais il n'existe pas du tout indépendamment, en dehors donc de cette simple projection, de cette simple dénomination ou désignation sur la base de l'un ou l'autre des agrégats. Donc en dehors de cela, il n'y a pas de moi qui existe comme de lui-même en toute indépendance.
아니자. 동포텔라 근데 숨바. 근데 근데 딱타. 체다. 예, 딱타라 근데 숨바. 따다는 체다. 라사. 따다 그냥 딱타요 라. 따다 장고 주거라. 라사. 장고 줘봐야. 장고 주면 많이 싸우니 배워 많이. 라사. 싸우니 배워 상도 체다 보고. 라사. 이제 많이 다 되는 지상. Et donc cette manière, ainsi donc cette compréhension du véritable mode d'existence du moi et des phénomènes, donc qui permet donc de comprendre que les phénomènes sont seulement donc cette projection, cette désignation sur la base de désignation et en ce qui nous concerne donc sur l'un ou l'autre des 5 agrégats. C'est donc, et qu'en dehors de cela, donc le moi n'existe pas de manière inhérente, indépendante comme en lui-même. Cela, c'est donc la vue du Madhyamika, qui est la vue donc de la voie du milieu. Et pourquoi parle-t-on ici de voie du milieu? Parce que c'est la vue qui permet de ne sombrer donc ni dans l'extrême d'éternalisme. Et ici, cet extrême d'éternalisme consisterait à affirmer l'existence d'un moi qui existerait donc comme de lui-même, de manière inhérente en lui-même, avec une nature propre. Donc cette vue du milieu permet d'échapper en fait à cet extrême donc d'éternalisme, et en affirmant que néanmoins le moi existe, même s'il n'existe pas tel qu'il nous apparaît, tel que nous le saisissons, par cela donc le Madhyamika rejette également donc un extrême de nihilisme en établissant le fait que le moi n'est pas non existant, mais donc qu'il existe bien, mais seulement sur le mode de la dépendance, en tant que dépendance donc de cette désignation, de cette projection sur la base des agrégats psychophysiques. Donc ainsi, ce que l'on appelle donc la voie du Madhyamika, ou donc la voie du milieu, c'est tata dans cheta quand tic tata quand des sons. C'est donc la voie qui demeure au milieu en s'écartant des vues de nihilisme et d'éternalisme. Donc la vue d'éternalisme étant donc précisément la vue de l'existence intrinsèque, inhérente, comme l'existence en soi des phénomènes, et la vue de nihilisme étant une vue qui considérerait que les phénomènes n'existent pas du tout. Et donc cette voie du Madhyamika se situe comme en dehors ou à l'écart, en quelque sorte, au milieu entre ces deux extrêmes. Il ne sombre donc dans aucun de ces deux extrêmes. C'est clair? Très clair, c'est ça? C'est 승현하다. 시텔라? Donc bien sûr, a priori cela peut nous sembler assez complexe, peut-être un peu inabordable, mais ce n'est pas ainsi que nous devons le voir. Donc bien sûr, si on ne s'entraîne pas, qu'on ne s'exerce pas, qu'on ne réfléchit pas, donc il est certain que de cette manière, nous ne pourrons pas arriver à comprendre. Mais si vraiment nous fournissons les efforts nécessaires et que nous employons vraiment nos capacités pour nous fixer donc, sur ces objets, bien y réfléchir, analyser, etc., alors il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à comprendre.
Donc, à présent, nous allons méditer quelques instants. Tout d'abord, en songeant à la manière dont le moi nous apparaît comme existant donc en lui-même, comme s'établissant de lui-même de manière concrète. Et ensuite, une fois que nous aurons cerné en fait cette manière dont le moi nous apparaît, dont nous le saisissons, nous essaierons de méditer sur le fait que un tel moi, donc indépendant, totalement indépendant des agrégats, indépendant de la base de désignation que sont les agrégats, qu'un tel moi en fait n'existe pas. Donc nous allons méditer à présent.
Donc, tout d'abord, est-ce que le moi existe tel que nous le saisissons? Donc, bien sûr, nous disons que Philippe, Frédéric, Monique, Marie-Thérèse, Franck, Sheila, etc., et nous tous ici, nous existons. Mais comment est-ce que nous existons? Parce que ma maman m'a appelée Marie-Thérèse. Qu'est-ce que le courant de conscience, si jamais le moi n'existe pas, est-ce que c'est une mémoire? Déjà, bon, je reprends juste que on ne dit pas que le moi n'existe pas. Il n'existe pas tel que nous le saisissons. Donc, c'est important de bien préciser ça. Là, ça. Donc, le moi existe en tant que dénomination, désignation, uniquement en tant que dénomination, désignation, mais on ne dit pas du tout que le moi n'existe pas. Donc, il n'empêche que votre question est tout à fait sensée. Ani tsetan ngaso nga tsetan zimba na shinga te mena tsetan kande semki gyunte kareres nga ta anjewa kande shore te nga te mareves nga to semki gyunte nga mareves. Donc, par exemple, si le moi était le courant de conscience, dans la mesure où nous ne voyons pas le courant de conscience, on ne devrait pas pouvoir voir Audrey. On ne verrait pas Audrey puisqu'on ne voit pas le courant de conscience. Et donc également, si le moi était les agrégats, donc de la même manière qu'il y a 5 agrégats, alors il devrait y avoir 5 Audrey. Mais donc cela n'est pas possible. Mais n'ayez pas d'inquiétude. Cela ne veut pas dire que nous n'existons pas du tout. Simplement, nous n'existons pas de la manière dont nous croyons exister. Donc, il faut bien comprendre que le moi existe, mais il n'existe pas indépendamment. Il n'existe pas comme de manière autonome, sans dépendre des agrégats. Donc, par exemple, par exemple, le fait que lorsque, par exemple, notre bouche absorbe de la nourriture, nous disons je mange. Mais en fait,
Allez, non, donc par exemple, en dépendance du fait que notre courant de conscience va poursuivre le cours de son existence et nous allons prendre une renaissance, donc nous disons je vais renaître, ou bien en provenance du fait, sur la base du courant de conscience de notre vie passée qui a pris naissance dans cette existence, nous disons donc j'ai pris naissance en tant qu'être humain dans cette existence, etc. À ce moment-là, c'est donc notre courant de conscience qui est comme la base de désignation du je. Ou lorsque nous disons par exemple le fait que notre corps se déplace, va d'un endroit à un autre, nous disons sur la base de ce corps, nous allons dire je vais à tel endroit. Ou pour reprendre l'exemple que Geshe a dit tout à l'heure, sur le fait que nous mettons de la nourriture dans notre bouche et que donc notre bouche absorbe la nourriture, nous disons donc je mange, etc. Et donc chaque fois, ce je, il existe bien, mais chaque fois en dépendance, en dépendance donc de la désignation qui est appliquée donc à ces diverses bases de désignation selon les situations prises en compte, et le je n'existe pas indépendamment de cette projection ou de ces dénominations sur ces diverses bases de désignation. Donc, mais il n'empêche que le moi existe néanmoins, de même que tous les phénomènes existants existent véritablement. Mais en tant que simple désignation. 아니 배태 간데스 나가 동산이 상당히 하버리스 나가 동산은 쯤바요라스 나가 동산은 쯤바냐도 차야 상당히 kalakabiyoruz. Allez, ça. T'attends pas péter Donc le moi n'existe pas donc tel que nous le saisissons, tel qu'il nous apparaît en toute indépendance, comme indépendamment donc des agrégats psychophysiques, indépendamment donc c'est de cette dénomination, de cette projection effectuée sur ces bases de désignation, mais donc il n'existe pas indépendamment, mais il existe donc néanmoins simplement en tant que dénomination. Et donc il nous est à présent donc difficile d'appréhender à la fois la manière dont le je n'existe pas, c'est-à-dire sa vacuité, et d'appréhender en même temps la manière dont il existe. Donc Geshe donne un exemple. Par exemple, nous pouvons penser à l'espace vide, donc aussi à un ciel par exemple parfaitement pur, vide, qui est donc cet espace vide, mais il nous est difficile de concevoir en même temps l'espace vide du ciel et les nuages qui occupent l'espace du ciel. Donc percevoir et concevoir les deux à la fois, c'est difficile, et donc c'est un peu la même chose que percevoir à la fois la manière dont le je n'existe pas et la manière dont il existe. Et ainsi donc les phénomènes existent bien, donc nous existons, la France existe, les maisons existent, etc. Mais tout cela existe seulement en tant que désignation, projection, comme désignation, imputation d'un nom, d'une désignation sur des bases de désignation correspondantes. Tous les phénomènes sont dépendants, mais il n'y a pas un seul phénomène qui puisse exister indépendamment de cette désignation, d'une imputation sur une base de désignation. Donc par exemple,
ce temple, donc ce bâtiment existe, il n'est pas question d'en nier l'existence. Donc, lorsque nous pensons au temple, nous avons a priori donc cette saisie comme d'une existence qui s'établit d'elle-même, d'un temple qui existe comme concrètement s'établissant de lui-même comme indépendamment. Mais en réalité, lorsque nous réfléchissons, il y a les fenêtres, les portes, les murs, etc. Mais rien de tout cela n'est en soi le temple, n'est un temple qui existerait donc en soi. Mais donc sur la base de ces diverses parties, nous pouvons appliquer la désignation de temple, et le temple n'existe en fait en tant que cette désignation, cette projection d'un nom sur ce qui constitue les bases de désignation de cette dénomination. Et le temple n'existe pas du tout de manière inhérente, indépendamment de cela. Donc lorsqu'on veut méditer sur la vacuité, il nous sera très utile et très bénéfique de méditer sur le mode d'existence en dépendance, et donc également donc comme sur l'interdépendance, c'est-à-dire le fait que les phénomènes existent en dépendance donc uniquement, donc comme en dépendance qu'ils existent en dépendance de la désignation, de la projection donc du nom sur leur base de désignation, et qu'ils n'existent pas indépendamment de cela, donc qu'ils existent sur le mode de la dépendance, et que également tous les phénomènes quand et donc, par conséquent, si l'on comprend l'existence des phénomènes sur le mode de la dépendance, alors on pourra comprendre plus aisément ce qu'est la vacuité, c'est-à-dire cette absence d'existence inhérente, cette absence d'existence indépendante. Et donc, en bref, lorsque par exemple nous méditons ainsi la vacuité sur la base du corps, par exemple, a priori, donc nous saisissons ce corps comme mon corps, comme le corps d'autrui, etc., comme des existences qui s'établissent d'elles-mêmes, comme indépendamment donc de leur base de désignation et de la désignation appliquée donc à ces bases de désignation, comme si ces corps s'établissaient d'eux-mêmes, que ce soit donc le nôtre ou celui d'autrui, etc. Et donc en méditant sur la vacuité, donc méditer, donc cette attention au corps va consister à méditer sur le fait que le corps, que ce soit le nôtre ou celui d'autrui, n'existe pas de manière indépendante, qu'il n'existe pas donc indépendamment de ces bases de désignation et de la désignation qui lui est appliquée. Et donc également, quand les luttants, et également par exemple sur non, également.
Et également, donc de manière générale, nous saisissons ce corps comme s'il était de nature pure et comme si la nature pure existait de manière inhérente. Et lorsque l'on médite ainsi donc sur cette attention au corps, cela amène donc à méditer sur le fait que ce corps est de nature impure et qu'il est donc et qu'il n'existe pas donc de manière inhérente, intrinsèque de lui-même. Donc lorsque dans le cas donc de l'attention au corps, cette méditation va porter donc va consister à prendre le corps pour objet de la méditation. Donc ensuite dans le cas donc de l'attention aux sensations, donc comme nous l'avons vu, donc par exemple lorsque se produit une sensation agréable, donc de manière générale nous saisissons ces sensations agréables comme si elles existaient comme en elles-mêmes, comme si elles se produisaient de manière tout à fait indépendante, comme si autonome en quelque sorte. Donc nous méditerons ainsi sur le fait que ce soit donc les sensations agréables, désagréables ou neutres, elles n'existent pas donc comme en elles-mêmes en toute indépendance, mais qu'elles sont également dépendantes de leur base de désignation et donc de la dénomination, de la désignation appliquée donc à ces bases de désignation. Donc, il en va de même de l'attention aux consciences, donc c'est ici conscience, donc lorsque nous méditons sur la vacuité de ces consciences, nous méditerons sur le fait qu'elles n'existent pas en toute indépendance, sans dépendre de leur base de désignation. Et donc de la même manière, lorsque nous méditons sur l'attention donc au phénomène, nous méditerons sur le fait donc que tous les autres facteurs mentaux, en dehors donc de la sensation et de l'agrégat des formations, donc tous les autres facteurs mentaux, et que également donc tous les phénomènes produits et tous les phénomènes donc non produits également n'existent pas en toute indépendance en eux-mêmes, sans dépendre donc de leur base de désignation. Donc, encore une fois, cela ne veut pas dire du tout que les phénomènes n'existent pas du tout. Si nous affirmons que les phénomènes n'existent pas, par cela donc nous sombrons vraiment dans un extrême de nihilisme. Et il y a également, même parmi les Tibétains, certains qui commettent cette erreur d'arriver à la conclusion que les phénomènes n'existent pas du tout, ce qui est donc l'erreur de l'extrême de nihilisme. C'est bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons méditer et Geshe-la pense que nous avons compris. Tu vois, tu sais. La vacuité, ton bagne, là ça. Qu'est-ce que ça dit la vacuité?
동바 세야지. 동바 참 고기 말해. 제가 그래서 그래서 이제 저ton가 소바큐테 세야데 저ton 베게라 벤주치기 말해. 제상도 미사이기 그래서 그래서 je sais pas comment est-ce qu'on peut définir en français la vacuité en dehors du sens que nous lui donnons dans le contexte de la philosophie bouddhiste. Mais bon. C'est le sens. Simplement. Ouais. Ouais. Vacuité. Ça. Mais ça. L'absence. Mais pas tunda chire. Mais pas tunda nashi. Voilà. Inji midi ta quand il ne met pas, inji midi kogori mare. Donc quand il ne met pas, inji midi kogori mare. C'est le temps qui. Donc je suis apprécié par exemple en tibétain, pardon, excusez-moi. En tibétain, donc pour la vacuité, on dit tongpa ni, donc tongpa c'est vide, donc et tongpa ni c'est vraiment le sens donc de la vacuité. Le ni qui est en quelque sorte quelque chose un peu comme emphatique. Donc il y a beaucoup de termes qui sont des équivalents donc de la vacuité. On peut parler de chuni en sanskrit c'est dharmata, donc également tout comme le mode d'existence sous-entendu mode d'existence ultime donc des phénomènes. Et chuni. Donc chuni. Racine et donc également donc la nature ultime et également la Tendam Dembaya, c'est là. Allez. Tendam Demba, c'est du? Allez. Allez, laisse. Est-ce que peut-être on peut dire diaphane aussi? Non, c'est un autre sens. Donc dans le contexte de la philosophie bouddhiste, on est employé pour éviter donc les équivoques, les confusions, on est obligé de n'employer que des termes qui sont très précisément définis. Sinon, après, on ne sait plus précisément de quoi on parle. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc je pense que tout de même nous avons compris quelque chose. Et donc il est important d'y réfléchir, de revenir encore et encore sur ces points, donc de bien réfléchir, de les méditer. Et il est également donc très important en parallèle de s'appliquer à des pratiques de purification et des pratiques d'accumulation de mérite. Donc par exemple faire des offrandes, toutes sortes de diverses pratiques qui vont nous permettre donc des pratiques vertueuses qui nous permettront d'accumuler des mérites, car ces accumulations de mérites sont indispensables pour pouvoir vraiment parvenir à la compréhension de la vacuité. Si nous n'avons pas suffisamment accumulé de mérites, il nous sera extrêmement difficile de parvenir à la compréhension de la vacuité.